21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. En direct et tout au long de l'émission La Nuit Écoute, vous pouvez nous envoyer des SMS avec votre prénom et votre numéro de téléphone, le message qui va avec, si vous souhaitez que nous vous rappelions en direct. Et tiens, justement Agnès, on a un message. Oui. Bonsoir, je suis médecin et j'aimerais vous parler de la situation d'une façon très factuelle. La situation actuelle, je suppose. Ah, j'imagine que là, on est évidemment Il y a sur... du thème, débat. Hein. Ah ouais, thème incontournable quoi qu'il arrive. On ne peut ne pas parler évidemment dans toutes nos émissions de cette situation, que ce soit le pass et qui, in fine, par ricochet tombe quoi qu'il arrive sur cette vaccination, le pass sanitaire et le pass vaccinal. On va composer le numéro de ce médecin tout de suite et l'avoir en direct. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir. On est en direct là ou pas ? On est en direct. Eh ben, je suis médecin. Très bien. Médecin généraliste ? Non. Vous êtes spécialiste alors en quoi ? Ouais. Je suis spécialiste en onco et en hémato. D'accord. Et je suis aussi immunologiste. Mm-hmm. Bref, je me suis fait un petit parcours de 17 ans d'études, ce qui ne veut pas dire qu'on est intelligent. Mais donc, je le dis simplement parce que ça permet d'avoir ce type de parcours, permet d'avoir un regard qui est assez large en fait depuis l'aspect assez fondamental sur ce virus jusqu'à des aspects extrêmement cliniques et surtout moi je voudrais vous parler de certains points qui à mon avis sont des points cardinaux où il y a des rendez-vous qui ont été ratés, il y a eu des rendez-vous qui ont été ratés et qui ont apporté ensuite une distorsion permanente du réel. Et c'est moi ce qui me met le plus mal à l'aise dans cette crise, c'est la distorsion du réel qui est pratiquée par les politiques. Ça, on en a un peu l'habitude. Je suis quand même beaucoup plus embêté qu'elle soit pratiquée aussi par une nouvelle spécialité que je ne connaissais pas, qui s'appelle les médecins de plateau de télé. Oui. Alors nous, on a eu Jérôme Marty ici, par téléphone, Jérôme Marty, que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années dans le cadre d'une opération que j'avais menée, qui est une opération qui s'appelle la carte dévitalisée, qui avait pour but, et qui existe toujours d'ailleurs, puisqu'on produit des podcasts pour sensibiliser le citoyen au système de santé qui est en danger, et pas seulement qu'à partir de Marisol Touraine, bien avant, hein, avec des projets de loi qui étaient quand même hallucinants, comme d'arrêter les SOS médecins entre minuit et 8h le matin, et puis ce secret médical hein, qui progressivement disparaît, on le sait, avec un logiciel qui est utilisé à partir des pharmacies pour vendre les données d'achat et de santé des patients. Et puis, j'avais eu l'occasion donc, de rencontrer Jérôme Marty dans le cadre de cette opération et je le sentais pas. À titre personnel, je sentais pas. Je sentais pas le côté business puisque c'est une association, mais enfin il a transformé son association. Fabrice Divisio nous l'avait confirmé pour toucher des subventions. Et effectivement, il est l'un des médecins de plateau que je trouve difficile à écouter. Et quel regard vous avez justement sur ces médecins de plateau là ? Eh ben, je suis extrêmement préoccupé par le fait que cette nouvelle spécialité à l'internat, qui s'appellerait médecin de plateau, va amener une décrédibilisation totale de la confiance de la population dans les médecins. C'est-à-dire qu'il y a une poignée de médecins là qui sont sur les plateaux de télé et qui sortent complètement de leur champ de compétences. Il y a énormément de confusion. Je veux dire par là que si on prend rien que dans le domaine médical, un réanimateur n'est pas immunologiste. Un immunologiste n'est pas épidémiologiste. Un infectiologue n'est pas forcément immunologiste, etc., etc. Et en fait, vous avez tout un tas de médecins de plateaux de télé qui ont exprimé non pas du factuel, non pas le résultat d'un travail de recherche, d'un travail d'analyse bibliographique, mais ils ont exprimé une opinion. Et depuis peu, je trouve que ça s'est aggravé et que de l'opinion, on est passé à la peur.
je veux dire par là, à leur peur. C'est-à-dire que le médecin qui normalement est là pour apaiser, vous savez, c'est la phrase de Pasteur, hein, écouter toujours, soulager souvent, Si on peut, ouais. et guérir parfois. Voilà. On en est là encore en médecine. Il faut être extrêmement modeste. Et là, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est inversé. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui, à l'évidence, et ça, je le pense, nous l'avons vécu nous-mêmes, ont vécu un certain traumatisme de par la violence de ce qui s'est passé, notamment pendant la première vague, et qui viennent exprimer sur les plateaux de télé une peur qu'ils ont parce qu'ils sont, de par le vécu, ils sont en dehors de la raison, en dehors du factuel. Et là, il y a quelque chose qui a ripé, si vous voulez, parce que ce n'est pas le rôle des médecins de faire ça. Mais si vous me permettez, moi, je voudrais revenir à quelque chose qui m'a vraiment frappé dans cette pandémie et qui est arrivé très très tôt, quelque chose qui n'a jamais été relevé. Moi, je l'ai pas entendu relever. C'est quand le président Macron a dit « Derrière chacune de nos décisions, il y a une blouse blanche ». Et là, je me suis dit « Ouh là là, ça part de travers ». Et j'attendais à ce que Jean-François Delfrécy, que je connais par ailleurs, qui a été un de mes anciens patrons, je m'attendais à ce que tout de suite il monte au créneau en disant « Non, attendez, ça marche pas comme ça ». Nous, on est conseil scientifique, on a une expertise, on a un rôle de conseil. On peut être amené d'ailleurs à se contredire parce que nos opinions, enfin nos recommandations vont évoluer en fonction de la science, et donc c'est une matière évolutive, et le politique décide. Et Macron n'a pas dit ça par hasard. Il a organisé tout de suite son irresponsabilité, dès ce moment-là. Et il fallait tout de suite que le conseil scientifique marque qu'il y avait une différence entre l'expertise scientifique et l'expertise médicale. Et pour moi, ce sont deux expertises différentes, car il y a très peu de médecins qui sont de réels scientifiques. Il y en a, mais c'est très rare. C'est une toute minorité de médecins. Et il fallait absolument séparer ce côté-là de la politique. Et en fait, cette confusion s'est perpétuée pendant toute la gestion de la crise. Elle continue encore. Et du coup, vous avez des médecins qui émettent des avis, qui sont des avis politiques, parce que se prononcer pour un confinement, pour un couvre-feu, pour des mesures de ce type-là, c'est de la politique, c'est pas de la médecine. On est d'accord, ouais. Oui, c'est ce que disait le professeur Raoult aussi. Absolument. Et inversement, on a vu des politiques émettre des opinions sur la vaccination, sur la virologie, etc. C'est-à-dire que tout le monde est sorti de son rôle. Ça, c'est très, très ennuyeux. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous qui soignons des patients très immunodéprimés, le mot-clé qui revient tout le temps en consultation actuellement, c'est « nous sommes perdus ». Nous sommes perdus parce que ce que expriment les patients, c'est une confusion généralisée, une perte de confiance, et puis surtout, qui croire, c'est-à-dire qui ne déforme pas le réel. Et ça, on n'y a pas été par hasard. Donc moi, je pense qu'il y a eu un raté dès le départ dans le fait que ça ne s'est pas séparé sur des fonctions qui sont différentes et sur le fait qu'il était absolument capital que revienne aux politiques le fait de décider. Qui s'éclaire avec un conseil scientifique, c'est important. On pourrait beaucoup discuter sur la composition de ce conseil scientifique. Je pense qu'il y a des vrais problèmes à l'intérieur. Mais néanmoins, il est très important que ces rôles-là soient clairement déterminés. Concrètement, aujourd'hui, parce que vous dites effectivement, vous avez commencé par parler de ces médecins de plateau, avec des titres effectivement que nous on connaît pas dans le cadre des spécialisations. C'est très compliqué déjà pour nous de s'y retrouver. Vous-même, vous êtes vacciné ? Alors, je vais vous dire, je vais vous répondre à votre question. Mais vous faisiez tout à l'heure référence au secret médical. Bon, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que le secret médical, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a ripé dans la société. Parce qu'aujourd'hui, presque, se déclarer vacciné ou pas vacciné, c'est presque devenu un mode d'entrée, un mode de présentation. Mais je vais pas m'échapper à la question que vous me posez.
À titre personnel, j'ai des facteurs de risque, et au nom de ces facteurs de risque, et au nom du bénéfice individuel que ce vaccin peut donner, et si vous voulez, je peux vous parler d'un papier scientifique qui expliquait absolument tout en avril 2020 sur ce que l'on pouvait attendre de ce vaccin. Eh bien, à ce titre-là, oui, je me suis fait vacciner. Oui, alors moi je vous pose la question parce que vous êtes un représentant du corps médical et que dans le cadre d'une émission de radio, en écoutant vos propos, aujourd'hui, et vous avez raison, ça touche effectivement ce secret médical, la liberté de chacun, effectivement. Parce que je ne sais plus, sur un plateau, je crois que c'est chez Cyril Hanouna, il y a un médecin, un certain âge, qui n'est plus en exercice, et quand Cyril Hanouna lui a dit « Est-ce que vous êtes vacciné ?», il lui a répondu « Est-ce que vous avez le sida ?» Alors, bon, ça peut vous paraître futile, mais effectivement, aujourd'hui, c'est devenu très important, dans le sens aussi où, sur le plan familial, vous pouvez avoir, par exemple, des grands-parents qui sont en province et qui refusent de voir leur petit-fils parce qu'il n'est pas vacciné. Je comprends ça. Mais ça, c'est parce qu'on a fait une distorsion du réel. Est-ce que vous permettez que je vous parle d'un papier, alors pour le coup, scientifique, allez-y, scientifique, qui a été publié en avril 2020, vous entendez bien, avril oui, 2020. C'est ça. Et en avril 2020, une équipe française essaye de comprendre la réponse immunitaire de façon à proposer un candidat vaccin. Et finalement, ce travail, qui consiste d'abord à comprendre comment s'organise la réponse immunitaire contre le virus, pour ensuite trouver les bonnes pistes vaccinales, c'est un travail qui est extraordinairement important. Et ce travail, qui a été publié donc du côté scientifique, pas du côté médical, du côté scientifique, ce travail a été effectué sur un modèle de mustéidés, c'est-à-dire sur des furets. Et vous voyez, sur un modèle de furet, et bien finalement, il y a 4 choses qui ont été montrées et qui permettaient d'asseoir tout de suite la politique de santé publique vis-à-vis de ce vaccin. Il montre que les anticorps neutralisants, c'est-à-dire les anticorps qui vont empêcher le virus de rentrer dans les cellules cibles, sont différents dans les fosses nasales et dans les voies respiratoires. Et ça, personne ne le savait. Et c'est une donnée absolument fondamentale. L'autre chose qui montre, c'est quand on utilise une voie injectable, on génère qu'un seul type d'anticorps neutralisants. Les anticorps neutralisants qui protègent les voies aériennes, donc le poumon. Mais on ne génère pas d'anticorps neutralisants dans les fosses nasales qui sont, alors ça va être un petit peu scientifique, d'un autre isotype. Et que pour générer des anticorps dans les fosses nasales, il faut utiliser non pas une voie injectable, mais un spray nasal. La troisième chose qu'il montre, c'est que le taux d'anticorps neutralisants baisse de moitié tous les 15 jours. Ah oui. Wow. Voilà. Et donc vous aviez, sur ces observations sur le furet, qui est un très bon modèle animal, vous aviez les bases de ce que l'on pouvait attendre d'un vaccin. Et ça tient en une phrase. Si on arrivait à faire un vaccin, eh bien ce vaccin protégerait des formes graves pendant un temps limité, c'est l'histoire de la diminution des anticorps neutralisants tous les 15 jours, sur un nombre de variants connus, puisque la cible est variable, d'accord ? C'est tout. Tout ce qui est au-dessus, c'est de la propagande. Tout ce qui est en dessous, c'est de la propagande. Et là, vous nous dites en fait que ça, ils le savent depuis avril 2020. Donc, on était en premier confinement, en fait, au début du confinement. Exactement. D'accord. Et ça, alors, ils étaient attendez, déjà... Je n'ai pas dit ils savent. Enfin, ça a été étudié. J'ai dit cela a été étudié et cela a été publié. Oui, enfin... Si ça a été étudié et publié... Moi, je dis que ça. Voilà. Mais rien que ça, si vous voulez, que cette... Là, tout était dit, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui a été montré sur le furet, c'est exactement ce qu'on est en train de montrer chez l'homme. C'est-à-dire que ce vaccin protège pendant un temps limité, et quand vous avez une demi-vie de 15 jours des anticorps, ça fait effectivement maximum 3 mois d'immunité, vous voyez. Donc c'est exactement ce sur quoi on est en train de tomber. Et il ne protège que des formes graves. Et il ne peut pas protéger de la transmission puisqu'il ne génère pas d'anticorps dans les fosses nasales et que le virus se transmet évidemment d'abord par les fosses nasales. Il pénètre par les fosses nasales. Si vous n'avez pas d'anticorps neutralisants dans les fosses nasales, vous ne pouvez pas limiter la transmission.
Donc ces données scientifiques montraient qu'à partir du moment qu'il y avait 2 limitations extrêmement importantes à la capacité d'un vaccin pour contrôler l'épidémie, la première, c'est le fait que ces anticorps neutralisants, mais pour les générer, il fallait utiliser soit une voie injectable et une voie en spray nasal en combiné, soit peut-être qu'une seule spray nasale. Ça, c'était possible. Peut-être. Ça, il faudrait que je relise le papier en détail. Et puis, l'autre chose, c'est que cette immunité, elle est transitoire. Et donc, c'était d'emblée 2 facteurs limitants très importants pour penser que vous pourriez limiter la pandémie avec l'arme vaccinale. Et ceci, la science le disait. Et ce que je veux vous dire, c'est que la science, quand on sait la lire, quand on prend le temps de la lire et qu'on passe pas son temps sur les plateaux de télé à raconter n'importe quoi, elle a une valeur prédictive. Donc aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, la question que je me pose véritablement, quel est l'objectif final de vouloir vacciner 100% de sa population ? Juste, je vais vous répondre à ça. Je reviens par rapport à ce que vous disiez, la grand-mère, le grand-père qui veulent pas recevoir le petit-fils parce que, etc. Ils ont été happés dans quelque chose que j'appelle de la propagande, c'est-à-dire quand on dit autre chose que cette simple phrase « un vaccin pourra prévenir des formes graves pendant un temps limité sur un nombre de variants connus », et c'est exactement ce que l'on voit, puisque vous voyez bien que le variant Omicron qui est arrivé après, il est absolument dans le trou immunitaire. Il n'est pas du tout dans le même répertoire immunitaire. Et donc, la vaccination ne fonctionne pas sur l'Omicron. Là encore, c'est une donnée scientifique qui est claire. Ce vaccin ne marche pas. Et donc, si vous voulez, si la population avait été informée correctement sans faire l'objet d'une propagande et qu'on lui avait donné ce seul message, la grand-mère, le grand-père sauraient que le vaccin ne protège pas d'une éventuelle contamination. Et donc il n'y avait rien à attendre de ce côté-là. Et il est évident que là, si on applique ce que de toute façon, ensuite, l'épreuve grandeur nature d'une vaccination de masse a démontré comme exact sur le plan expérimental, eh bien, on s'aperçoit que ce qui était raisonnable, c'était de vacciner les populations à risque, qui était extrêmement bien défini, et là je dirais quel que soit leur âge, parce qu'un enfant qui est très immunodéprimé pour une question de traitement, de cancer, voire éventuellement d'enfants en obésité morbide, oui probablement cela faut les vacciner, mais toujours dans un seul objectif, éviter les formes graves. Et ça le vaccin sait le faire pendant un temps limité. Alors, docteur, que pensez-vous par rapport au traitement précoce qu'on connaît, comme l'iverméctine, etc. Est-ce que, d'après vous, ce serait aussi une solution ? Excusez-moi, je vais répondre à la question de votre Sébastien, collègue, oui, de Sébastien, pardon, qui m'a posé la question sur laquelle moi j'ai réfléchi, mais je dirais plusieurs mois. C'est pourquoi être sorti de ce que pouvait faire le vaccin et pourquoi s'être lancé dans une vaccination de masse comme cela. Et c'était pour moi d'autant plus préoccupant que, comme moi je veux rester modeste, mais je vous ai dit, j'ai fait vraiment beaucoup d'études et notamment j'ai fait de la science fondamentale, extrêmement fondamentale. Et ça m'aide à avoir une préhension correcte du réel. Je ne dis pas que c'est la vérité. Parce que les gens qui commencent leur phrase en disant la vérité, vous savez, moi je m'en méfie beaucoup. Parce que la vérité, ça voudrait dire qu'on connaît tous les paramètres, qu'on a une connaissance qui est absolument absolue sur l'écosystème viral. Et bien sûr, nous ne l'avons pas. Mais par contre, nous pouvons éviter de déformer le réel. Et il est évident que là, à ce stade-là, il n'y a plus de rationnel sanitaire pour une politique de santé de ce niveau-là, pour une vaccination de masse. Il n'y a plus de rationnel sanitaire. Et moi, ce qui m'a énormément perturbé, c'est que des pays où le niveau, si vous voulez, scientifique est très élevé, comme Israël, qui s'est lancé dans cette vaccination de masse, a été surpris. Et ça, je pense qu'ils ont été réellement surpris de voir les limitations de ce vaccin qui, je le rappelle, était contenu dans ces publications sur des modèles animaux en avril 2020. Donc il y a une part de méconnaissance. Il y a une part,
justement où je vous disais, il faut faire attention. Il y a la science d'un côté, il y a la médecine de l'autre, et de temps en temps, la perméabilité entre ces deux mondes se fait pas bien parce qu'il y a effectivement peu de gens d'interface. Et ce n'est pas manquer de respect ni de confraternité à Jean-François Delfraissy pour dire qu'il n'a pas un niveau scientifique qui est extrêmement élevé. Faire des essais thérapeutiques souvent menés par l'industrie pharmaceutique ne fait pas d'un médecin un scientifique. Donc moi je crois qu'il y a un problème d'interface qui s'est mal fait dans un premier temps. Mais maintenant, je me demande s'il n'y a pas une autre raison. Et c'est très embêtant parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de quelque chose, c'est devenu très politique. Parce que justement, comme je l'ai dit, rien n'a été séparé correctement au départ. Les gens ne sont pas restés dans leur champ de compétences. Tout s'est mélangé. Et maintenant, le politique est en train, à cause des élections, etc., est en train d'utiliser cette pandémie. Mais moi, ce que je me demande, c'est si les personnes qui ont réellement le pouvoir, c'est-à-dire des gens qui sont à la tête de très très grandes entreprises, mondialisées, etc., ces gens-là avaient déjà travaillé sur des modèles de pandémie. Et tout le monde sait que cette pandémie est d'une certaine façon, et c'est très objectif de le dire, une maladie de la mondialisation. Je veux dire par là que la vitesse à laquelle elle s'est propagée est très clairement corrélée à la rapidité de déplacement des populations. Et que si on avait été dans un monde qui était beaucoup moins globalisé, où les gens voyagent beaucoup moins, et où les marchandises aussi voyagent moins, il y a moins de transport, on aurait probablement eu une pandémie, mais en tout cas pas avec cette vitesse-là. Et moi, ce que je me demande, c'est si ces gens-là n'ont pas compris que c'était une première alerte sur un des problèmes de la mondialisation. Et que si ce n'était pas finalement cette pandémie avec un virus qui est certes pathogène, a quand même cible... je pourrais vous expliquer ça, c'est-à-dire que ce virus, je m'en excuse auprès de gens qui pourraient entendre ça et qui ont perdu des personnes, mais je dirais qu'il tue presque par hasard, parce que il n'a pas été programmé pour tuer son hôte. Je pourrais développer ça. Vous parlez de programmation là quand même, hein? Donc non, de programmation, non pas par une activité extérieure, si vous voulez. D'accord, ok. Le virus, sa virus nature, est un écosystème. Voilà, sa nature même n'est pas aujourd'hui, effectivement, vous dites, faite pour tuer. Voilà. Et donc, si vous voulez, Ce virus n'a pas été créé sur la mondialisation. Ce virus, docteur, n'a pas été créé par des humains. Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas, mais c'est possible. Non, je ne le sais pas. Et à la différence des médecins de plateau de télé, moi, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Oui. Voilà. Je ne sais pas. Là, pour le coup, je n'ai pas les connaissances en biologie moléculaire qu'il faut avoir en virologie pour pouvoir commencer à faire des recherches dans ce domaine-là, discuter avec d'autres. Je n'ai pas ce niveau. Docteur, je voulais aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Est-ce qu'on peut pas se poser la question, parce que tout à l'heure vous nous disiez que donc une étude avait été faite sur des furets pour le vaccin, que cette étude est sortie en avril 2020. Comme je suppose que pour pouvoir sortir une étude, ça prend des mois, voire des années, puisqu'il y a, je crois, 3 phases. Non, pas du tout. Vous êtes sur un modèle en fait préclinique. Donc vous êtes sur un modèle animal. Oui. Et donc vous publiez le résultat d'une expérience animale. Après, cette équipe cherche à mettre au point un vaccin, et ils en ont sorti un candidat vaccin qui était effectivement par spray nasal. Je ne sais pas d'ailleurs où ils en sont aujourd'hui. Mais le papier qui est sorti est un papier scientifique sur le modèle préclinique qui est sur l'animal. Oui, ce que je voulais laisser entendre par là, c'était s'ils étudiaient déjà par rapport à un vaccin en avril 2020, c'est qu'ils avaient déjà ce virus en leur possession. Voilà. Ils connaissaient déjà l'existence de... C'est ça que je voulais poser comme question. Non, ils ont travaillé très vite parce que le virus a été isolé. Et puis, vous savez, après, les équipes scientifiques se passent le matériel
très rapidement pour que tout le monde puisse avancer. Et donc ils ont récupéré le virus, mais qui avait été isolé. Oui, tout à fait. Ça a été isolé dans quelques très semaines ou quelques mois avant ou... Ça exactement, je pourrais pas vous le dire. Dès le début, c'est-à-dire dès les premières informations qui nous venaient d'Asie, voulait dire que le monde scientifique s'est mis en branle et que rapidement des travaux ont été effectués. Alors, vous savez, je fais toujours des analogies qui sont vraiment très éparses, très éloignées. On a beaucoup regardé, vous savez, ces films de science-fiction des années 80-90. Vous vous souvenez, vous avez dû regarder, je sais pas quel âge vous avez, mais Retour vers le futur. On imaginait qu'on allait pouvoir s'envoler avec des baskets qui allaient nous permettre d'avancer. On voyait des grands écrans dans la ville, tout ça. L'arrivée du téléphone, les smartphones. Il y a des travaux qui ont été réalisés pour des raisons écologiques, et bravo, pour limiter les data centers qui prennent beaucoup d'énergie et surtout qui polluent énormément. Et donc les scientifiques ont réussi à entrer en fait dans un codage ADN, donc de synthèse, nos archives qui aujourd'hui prennent beaucoup d'énergie et beaucoup de place dans les data centers. Est-ce qu'on peut imaginer, docteur, qu'on soit capable d'injecter par le biais de peu importe d'ailleurs si c'est un si c'est un vaccin ou pas, mais d'injecter en fait une molécule ADN dans laquelle on puisse rentrer, enregistrer et récupérer des informations sur chaque être humain qui recevrait cette donnée, sachant que l'élément lui-même qui est capable de garder des centaines de millions de données, si ce n'est de milliards, tient dans l'équivalent d'un grain de sable. Mmh. Est-ce qu'on n'essaye pas de numériser la population planétaire ? Alors, je me demande s'il n'y a pas une tentative pas par la méthode que vous venez de donner, mais pour finir de répondre à la question que vous m'aviez posée initialement, quand on dit qu'effectivement il n'y a plus de sanitaire, qu'il n'y a plus de rationnel sanitaire, quand on se dit que du coup il y a peut-être un rationnel qui est ailleurs, la question moi que je me pose aujourd'hui, et je me la pose ouvertement, c'est-à-dire je ne prétends pas encore avoir la réponse, mais je suis en questionnement fort sur cette question, sur ce point. C'est une alerte sur le système de la mondialisation. Que des pandémies comme ça qui pourraient se répéter ultérieurement pourraient être un frein à la mondialisation. Il peut être à ce moment-là opportun pour les gens qui défendent ce système-là de mettre l'ensemble de la population sous une surveillance numérique pour essayer d'en limiter les conséquences sur leur business, sur l'économie et plus prosaïquement sur leur business. Et je me demande si dans le pass vaccinal, il n'y a pas finalement plus un rationnel économique parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de rationnel sanitaire. Oui, ce serait plus un pass politique, un pass vaccinal, enfin sanitaire. Un pass sanitaire, oui. Mais au service d'une idéologie qui est la mondialisation. Tout à fait. Vous voyez ? Et donc ça, c'est une forme de numérisation, si vous voulez. C'est une forme de numérisation de la population. Alors c'est très loin de ce que vous disiez sur une espèce de si j'ai bien compris, de vecteur de mémorisation du code génétique de chaque individu. Ça non, on ne sait pas faire. C'est impossible, on ne sait pas le faire, ça, aujourd'hui. On ne sait pas, en tout cas, aller le chercher, le prendre et l'enlever. On va pouvoir séquencer le génome humain en entier très rapidement bientôt. Ça, oui, on va pouvoir le faire. Oui, là, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et Microsoft travaille, et c'est abouti, sur un lecteur numérique qui est capable de récupérer des données qui sont donc mises dans une souche ADN synthétique. Donc aujourd'hui, les archives de France ont mis sur donc de l'ADN synthétique toutes les archives qui sont liées à la Révolution française. Et ça tient dans une petite capsule dans laquelle il y a un grain de sable, et dans ce grain de sable, les données alphanumériques de nos archives aujourd'hui sont numérisées de cette façon-là, de la façon la plus réduite. Je peux imaginer que Microsoft, ayant travaillé sur un lecteur portable, on soit capable demain de scanner un humain parce qu'on lui a injecté
en fait l'équivalent de cette souche ADN synthétique, d'y inscrire et de récupérer les informations de chacun d'entre nous. Et on en revient aussi à notre sujet de base, qui est celui du secret médical. Demain, j'ai la possibilité de vous scanner, de savoir si vous êtes vacciné, sans que vous ayez à me le dire, parce que toutes vos données personnelles, là, c'est pas les données génétiques, ce sont les données personnelles qui seront véhiculées et insérées, en fait, finalement, dans l'organisme de l'humain. Je comprends ce que vous dites, et je vais pas avoir Là, on est sur une autre interface, une interface biologie informatique. Oui. Sur lequel, moi, je vous l'ai dit, ce que je ne sais pas, je n'irai pas. Alors deux choses. Je n'irai pas dans l'hubris. Oui, j'entends. De ces médecins de télé, justement. Non, mais en plus, moi, si vous voulez, j'ai entendu un reportage me parlant de cet ADN synthétique pour éliminer les data centers, et d'un seul coup, vu l'aspect microscopique de cette possibilité d'enregistrer et de récupérer des informations, je me dis in fine, si l'idée étant de vacciner 100% des gens, c'est que dans ce vaccin, puisqu'on sait qu'il n'est efficace que pour éliminer les causes graves, les formes graves, et qu'il ne protège pas, on peut quand même être atteint par le Covid et on peut le transmettre. Est-ce que derrière, on n'est pas en train, justement, voilà, vous voyez, d'y arriver. ce que vous dites, c'est tout le problème. C'est-à-dire que quand on n'a pas dit la vérité, pas la vérité, quand on n'a pas décrit le réel correctement, et je le redis dans cette phrase extrêmement simple et hyper synthétique que je vous ai dit, ce vaccin protège des formes graves pendant un temps limité sur un nombre de variants connus. Point barre. À partir du moment où on a déformé le réel, on laisse la place à énormément de soupçons, à énormément de possibilités d'interprétation, parce que comme tout d'un coup ça n'apparaît plus comme rationnel, si vous voulez, ce qui est fait, alors évidemment on cherche des raisons, d'autres raisons. J'ai bien vu cette façon de traiter tous les gens en east, etc. Et c'est ce terme de complotiste qui est sorti. Mais moi, je dirais aux gens qui traitent les autres de complotistes, arrêtez de comploter. Commencez par arrêter de comploter. Les mêmes qui veulent faire la chasse aux fake news, arrêtez de mentir. Quand on doit faire traverser à un pays une crise sanitaire de cette ampleur, celui qui va être à la tête de la gestion de cette épidémie doit avoir en tête en permanence, c'est qu'il a besoin du capital confiance. Et pour avoir le capital confiance, il ne doit jamais mentir. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, tout est possible, docteur. Donc, effectivement, vous avez raison, ce manque de clarté nous pousse à croire à l'irrationnel. Et si ça se trouve demain, on se rendra compte qu'on avait raison. C'est vraiment un énorme problème d'avoir fait une distorsion du réel et de continuer dans cette distorsion du réel qui maintenant prend une autre forme qui est clairement celle d'une instrumentalisation à des fins politiques. Tout ceci est très embêtant et moi je conseillerais aux médecins de se tenir à distance de ça. Et je vais vous dire, je trouverais que le Conseil de l'Ordre serait extrêmement bien inspiré de demander aux médecins de télé d'arrêter de parler. Oui, parce que le Conseil de l'Ordre a quand même plutôt conseillé aux médecins de ne pas soigner, et parce que c'est une question à laquelle vous n'avez pas répondu, mais vous alliez le faire dans quelques instants, justement concernant les traitements. Bon, il y a la grande histoire de la chloroquine, l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, passons ça. Des études ont montré que l'ivermectine, et d'ailleurs en Inde, on ne parle pas beaucoup de l'Inde, mais l'Inde soigne parfaitement sa population par le biais de l'ivermectine, et ici ça nous arrange pas de le savoir, puisque l'Ordre des médecins a décidé d'interdire justement les médecins de prescrire des traitements comme l'ivermectine, entre autres. Et ça, aujourd'hui, je pense que vous, en tant que médecin, quand même, j'imagine, le fait qu'on vous empêche de prescrire, on est quand même dans une situation particulière. Absolument. Alors particulière, il y a toujours des restrictions aux prescriptions, il y a ce qu'on appelle les référentiels, il y a les AMM, etc. Donc un médecin n'est pas libre de faire ce qu'il veut, et notamment de suivre forcément des intuitions. Il y a des garde-fous contre ça qui sont aussi des garde-fous qui protègent les patients. Mais là, effectivement, vous avez raison. Il y a eu quelque chose qui a été beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Il y a eu des restrictions. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé qui est d'une gravité
et dont je suis étonné que ça n'ait pas plus de retentissement. Quand vous avez le ministre de la Santé qui part avec un papier à la main du Lancet sur la toxicité cardiaque de l'hydroxychloroquine, qui, moi, dès que je l'ai lu, j'ai vu en quelques minutes que c'était un fake, parce que vous aviez exactement la même proportion des facteurs de risque sur tous les continents, entre l'Afrique, entre l'Australie, et vous voyez tout de suite que c'est un faux. Il a quand même autour de lui, normalement, des gens, je comprends qu'il n'ait pas le temps lui-même de lire un papier, mais il a normalement autour de lui des gens qui sont capables de lire des papiers et qui doivent lui dire « Olivier, fais attention, parce que là, ce papier, c'est pas sérieux. » Et on l'a vu que c'était pas sérieux puisque le papier a été rétracté. Mais est-ce que Olivier Véran a pour autant rétracté sa demande qu'il a faite aux tutelles de retirer la prescription l'autorisation de prescrire de l'hydroxychloroquine? Non, il ne l'a pas fait. Et ça, alors que le papier a été retiré, ce n'est pas une attitude scientifique. Effectivement. Et évidemment, c'est très suspect de faire des choses comme ça. Et évidemment, vous vous dites, mais de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'intelligence de pouvoir reconnaître qu'on peut se tromper, ou même à la limite qu'il a été trompé, ou qu'ils n'ont pas été suffisamment sérieux, mais qui font machine arrière? Est-ce que c'est que de l'orgueil, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ça? Parce que ce papier, si vous voulez, il est d'une gravité considérable. Pour publier dans Lancet, c'est le papier qui donne ce qu'on appelle l'impact factor le plus élevé en médecine. Ça doit être de 17 de mémoire, hein. Je sais pas, moi je publie plutôt en sciences. Mais si vous voulez, c'est un des papiers où c'est une des journaux où c'est le plus difficile de publier un papier parce que vous êtes reviewé et qu'on doit publier des choses qui vont marquer l'histoire de la médecine. Ce papier, le processus de reviewing n'a pas été opérationnel. Exact. Ce papier, c'est une commande. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume. Moi, là, ce qui ne va pas, c'est que l'ensemble des médecins hospitaliers, parce que le Lancet, c'est plutôt les médecins hospitaliers, si vous voulez, et des scientifiques, auraient dû dire, nous suspendons nos abonnements tant que vous n'avez pas fait la lumière là-dessus. Comment ce papier a pu être publié? Donc on en revient à un problème de politique, de manipulation. Non, on en vient au problème de corruption. Ah, l'argent est important. Docteur, quand on sait que l'un des conseillers financiers de Pfizer était Emmanuel Macron dans les belles époques où il était dans la finance, vous voulez dire que cette pression-là, c'est pour enrichir les laboratoires et en particulier Pfizer ? Il y a eu exactement la même histoire, même si elle a fait beaucoup moins de bruit, avec un papier tout à fait délirant sur le remdesivir dans l'autre journal à peu près du même niveau scientifique, du même niveau médical, si vous voulez, que le Lancet, qui est le New England Journal of Medicine. Et ce sont deux papiers sur le remdesivir qui sont absolument aberrants. Absolument aberrants. Et d'ailleurs, on a vu comment a fini le remdesivir. Il y a un problème de corruption par l'industrie pharmaceutique qui a mis la main sur les journaux médicaux et qui oriente les publications, qui a pénétré les organismes de régulation et qui donc peut influer sur les décisions des tutelles qui sont là dans leur première fonction pour protéger les patients d'une mise sur le marché non correcte d'un médicament. Oui, il y a de la corruption. Et si vous voulez, il y a une loi Bertrand qui a fait la chasse à la corruption. Vous savez, mais c'est une technique qui est utilisée, vous savez, pour détourner l'attention des gens. C'est-à-dire qu'on a dit, mais les médecins corrompus, c'est les prescripteurs finaux, c'est le médecin généraliste, c'est le médecin spécialiste à l'hôpital, etc., qui vont en congrès, ont quelques avantages, etc. Je dis pas qu'il n'y avait pas d'abus, mais la vraie corruption, elle se fait pas du tout à ce niveau-là. Et on a mis l'œil de toute la population là-dessus. On a fait des textes très très durs au point que un laboratoire aujourd'hui peut même pas offrir un café à un médecin à qui il demande un rendez-vous pour présenter une molécule. Vous voyez, pour faire croire qu'on l'avait plus blanc que blanc. Les médecins sont fichés aussi sur un site que tout à chacun peut consulter, mettre le nom du médecin et regarder quelles sont ses rémunérations qui proviennent donc de travail, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique.
une transparence que les politiques ne se sont jamais imposée et qui est imposée aux médecins. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement que ça a été donné à la population pour que la population dise le job a été fait, alors qu'en fait, la corruption, elle n'est pas du tout à ce niveau-là. Oui. Enfin, la corruption très grave, elle est au niveau de ce qui fait la légitimité scientifique, c'est-à-dire les publications. Elle est au niveau du lobbying à Bruxelles. Elle est au niveau des tutelles, où ce qu'on appelle des experts et des KOL, des Key Opinion Leaders, sont en fait, on dirait presque des influenceurs payés par l'industrie pharmaceutique, et vous retrouvez les mêmes qui sont experts au niveau de l'EMA. Oui, docteur, je voulais savoir, par rapport à tout ce que vous nous dites, je pense que vous n'êtes pas le seul médecin à vous rendre compte, à vous poser des questions dans la profession. Pourquoi il n'y a pas une mobilisation importante des médecins pour expliquer aux gens et dénoncer tout ça? Parce qu'on parle des médecins plateaux, mais il y a peut-être d'autres médias sur lesquels vous pouvez vous poser, enfin vous reposer pour pouvoir vous exprimer. Et ça, on n'a pas. Très peu. Je pense que oui, très peu. Alors vous avez une revue qui est assez indépendante qui s'appelle la revue Prescrire, qui s'est mis en dehors de l'influence des laboratoires. Je pense que il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cette omerta. Il y a d'abord que c'est dangereux de parler. Oui, vous parlez de menaces. Non, de menaces. Par exemple, comment vous nous avez connus et qu'est-ce qui vous a donné envie d'intervenir dans notre émission ce soir? Alors moi, je vous ai connu parce que je vous ai déjà écouté sur le net, et parce que pour moi, vous êtes une émission... Alors, je m'attendais pas du tout à ce que vous rentriez en communication avec moi, hein, je vous le dis franchement, et j'en suis très heureux. Et nous aussi. Je pense que ce sont des espaces de libre parole encore, vous voyez, parce que vous me laissez le temps d'argumenter, vous me laissez le temps de développer, vous me laissez le temps. Vous avez la politesse de me laisser le temps d'argumenter. Vous voyez que tout ce que je vous dis, je l'argumente. Je ne l'assène pas. Mmh. Je vous prends des exemples. Je vous parle d'une mécanique que moi je connais de l'intérieur. Je pourrais rentrer encore bien plus en détail. Une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, ça ne se fait pas, c'est parce que la corruption est quand même extrêmement importante, et que notamment ces fameuses sociétés autoproclamées savantes, qui sont généralement des sociétés qui regroupent des médecins d'une même spécialité. Donc vous avez eu la Société française d'infectiologie, celle qui a porté plainte contre le professeur Raoult. Eh bien, il serait extrêmement intéressant que la Cour des comptes se penche sur le financement de ces sociétés savantes. Et ceci dans toutes les disciplines. On voit Martin Blachier depuis le début dire tout et son contraire. On sait que Martin Blachier a une structure qui fournit en fait des sondages et des statistiques dans le domaine médical. Je crois que c'est la plus belle girouette qu'on a pu voir sur les plateaux de télévision. Hein. Il est, Martin Blachier, et je le dis là encore en toute confraternité, absolument dans les conflits d'intérêts jusqu'aux épaules. Voilà. Parce que c'est donneur d'ordre, ce qui fait vivre sa boîte, c'est l'industrie pharmaceutique. Et si vous voulez, l'industrie pharmaceutique, elle joue son jeu. C'est normal. Ils sont là pour faire du profit. C'est leur logique. Ceci ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait plus en face de régulateurs totalement indépendants qui puissent les réguler. Et les réguler au nom d'une éthique médicale et pour protéger les patients. C'est ça qui ne va pas. Là, il faut un grand reset, là, docteur. C'est-à-dire qu'il faut redonner à César ce qui lui appartient et que chacun retourne à sa place. Vous voulez dire aussi que c'est un peu ce que vous disiez au départ. Aujourd'hui, ceux qui, soi-disant, parce que vous disiez, derrière chaque décision, c'est ce que vous avez entendu du gouvernement, il y a une blouse blanche. Ce qui veut dire que derrière les décisions, il y a l'un de vos confrères derrière qui expose des études, qui amène des arguments, qui eux-mêmes sont pilotés plus ou moins, si on comprend en synthèse ce que vous dites, par des laboratoires qui ont intérêt à vendre du vaccin et à éviter finalement que ce virus
s'adoucissent avec des traitements. L'ivermectine, je vous parlais tout à l'heure de l'Inde. On sait que l'Inde a fait rentrer un protocole médical sous ivermectine et qu'il y a des résultats plus que probants. En France, là, vous le dites, c'est une question de finances. Moi, j'ai pas pris d'exemple de l'ivermectine. J'ai dit, cette pandémie est arrivée dans un système où la corruption était déjà là. Et le virus a mis à nu tous les dysfonctionnements de notre société. Aussi bien ceux de l'hôpital que des dysfonctionnements sociétals, économiques, etc. Il a mis à nu. Au lieu de regarder ces failles et de mettre un système de résilience, c'est-à-dire on réfléchit là où on a des carences, on les regarde de façon honnête, factuelle et on les corrige, eh bien, ce n'est pas ce mouvement-là qui est en train de s'organiser. Et si ce mouvement ne s'organise pas, alors il n'y aura pas de résilience et ça recommencera un petit peu plus loin et nous n'aurons pas, je dirais, donné un hommage aux morts du Covid. C'est-à-dire d'avoir donné du sens à ce drame. Oui, mais ce qui est gros. Ce drame n'a du sens que si on sort avec un monde qui est une organisation de la société qui est plus réfléchie. Et il est clair que les conflits d'intérêts sont un des énormes problèmes qu'il y a du côté de la gestion de cette pandémie. Oui, ce qui est dommage, docteur, c'est que les sachants, finalement, qui sont au courant de tout ça, qui se rendent compte, qu'ils ont étudié tout ça, ne fassent pas plus pour informer les gens, pour permettre justement d'arrêter tout ça. Et si les sachants sont eux-mêmes pris dans ce système. Eh oui, on en est là, Agnès, en réalité. Vous connaissez beaucoup de gens qui scient la branche sur laquelle ils sont assis, moi pas. Et c'est un énorme problème. Si la loi était appliquée, tous les médecins qui prennent la parole doivent dire s'ils ont un lien d'intérêt. Moi, je vous le dis ce soir, je n'ai aucun lien d'intérêt. Oui, ça s'entend. J'ai travaillé pour l'industrie pharmaceutique d'un point de vue hyper scientifique pour les aider à comprendre le fonctionnement de certaines molécules. C'était un travail de réflexion. J'ai toujours refusé de parler d'études cliniques. Je leur ai dit, il y a d'autres gens pour faire ça. Moi, je ne fais pas ça. Et actuellement, de toute façon, je n'ai plus de lien avec l'industrie pharmaceutique. Donc, ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que ce que je vous dis est vrai. Ça veut dire qu'en tout cas, ce que je vous dis n'est pas sous influence. Et vous nous avez choisi, nous, pour en parler. Donc, ici, vous n'avez rien à gagner. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir contactés. Le numéro de téléphone est fait pour ça. Et cette émission est très éphémère. Alors, je pense, là, nous avons passé 54 minutes ensemble, docteur. Et je pense que la qualité de vos propos nécessiterait qu'on puisse en extraire un podcast et le mettre à disposition. Oui, et je tiens à garder cet anonymat pour l'instant. Je sortirai probablement à un moment donné de cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation est tellement hystérique, si vous voulez. Mais je l'entends. Et évidemment, nous l'acceptons avec plaisir. Et on vous remercie, en tout cas, de nous avoir écoutés et de nous avoir demandé de vous appeler parce que cet entretien était très riche, très clair. Et puis, vous avez bien résumé particulièrement l'essence, l'ADN, puisqu'on va utiliser l'ADN. L'ADN de cette émission, c'est d'écouter les gens. Et vous aviez des choses à dire. Et après, effectivement, nous, on écoute. On n'était pas obligatoirement préparé, puisqu'on ne savait pas que vous alliez nous contacter. On n'était pas obligatoirement préparé à avoir des questions précises. On regrettera sûrement ce soir de ne pas avoir posé telle ou telle question. Mais si vous l'acceptez, et dans quelques semaines, si vous en êtes d'accord, selon la situation en France, on serait heureux de vous rappeler et de regarder quelles sont les lumières que vous nous proposez. Écoutez, si je peux apporter quelque chose et non pas parler de moi, vous voyez, oui. Ce qui est très différent, ce qui est très très différent, eh bien je le ferai avec plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de vous. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du médecin. Alors, on va commencer à parler de vous. Qu'est-ce que vous déjeunez le matin ? Ce sera ma seule et unique question personnelle. Eh bien, écoutez, amateur de café. Très bien. On a. Voilà, donc expresso, avec si possible 1 centimètre de mousse. Ah, ouais. Ah, c'est précis, hein. On sent oui. le... Ah ouais.
Oui, oui. Puis j'essaye de travailler sur mes facteurs de risque. Alors, euh, alors en ce moment, ça va être yaourt, fruits pour démarrer le matin. Ouais, ouais. Et vitamine D, docteur, vitamine D. Alors la vitamine D est extrêmement importante. Et du zinc. Alors le zinc, moi oui, c'est pour ça que je passe un temps fou au bar. Ah oui. C'est la raison pour laquelle je quitte pas le bar. On m'a dit le zinc, c'est bien. Bah, vas-y Jean-Claude, c'est pour moi. Merci docteur. Merci de votre espace de liberté et où on peut argumenter. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Et bonne soirée. On garde votre numéro et on vous rappellera d'ici quelques semaines. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.